bienvenue. Donc, il est 19h05, j'ouvre la séance. On va... Patricia n'est pas là, hein Olivia, non? Non. Je ouvre la séance. On va nominer la secrétaire de séance, hein, nommer. Alors, Imen de Smet, oui, tu peux assurer le secrétariat? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on fait l'appel, s'il vous plaît. Raphaël Mosselin. Présent. Monique Vincent. Christian Dreyer. Bernard Festivi. Nicole Nava. Jean-Yves Balestas. Véronique Todesco. Alain Renaud. André Gilloz. Marie-Hélène Baloué. Patricia Audou. Ginette Pevet. Xavier Pagès. Mylène Matra. Benjamin Armand, c'est moi qui le représente. Mathieu Germain. Jules Jany. Olivia Jacot. Sylvie Mosselin-Chapre. Lucille Vignon. Par Bruno. Monsieur Giardino. Jacques Lascoum. Bruno Giardino. Jean-Luc Piquet. Noël Taron. Isabelle Gauvin. Jonathan Soun. Et Christophe Guercinu. Merci, Ben. Donc, le quorum est atteint. Et Michel Cipriani, tu ne l'as pas appelé? T'as pas entendu? Ah, et monsieur Michel Cipriani. Oui. Merci, Michel. Ok, je constate que le quorum est atteint. Donc, on démarre. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, avant toute chose, je tiens à exprimer mon soutien à monsieur le maire Vincent Jeanbrun, son épouse et ses enfants, victimes d'une tentative d'assassinat à leur domicile dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Cet acte, en réponse au tragique décès d'un adolescent de 17 ans, n'est pas permis dans notre démocratie. Aux côtés des maires de France, j'appelle chacun et chacune au calme et à la retenue. Le conseil municipal de ce soir devra notamment se prononcer sur l'utilisation de notre actuel dispositif de vidéoprotection pour prévenir et lutter contre les incivilités grâce à la vidéo-verbalisation. Notre équipement recueille déjà des images permettant la résolution d'enquêtes judiciaires. Demain, nous proposons de le mettre au profit pour verbaliser les incivilités d'automobilistes ou de piétons. Notre équipe est attachée à ce que les incivilités envers les commerces, les biens publics et les institutions soient verbalisées. Contrairement à ce que certains diront, notre priorité est bien la protection des habitants de notre commune. Le conseil municipal devra également se prononcer sur le souhait de la collectivité à acquérir une nouvelle parcelle dans la poursuite de sa réflexion sur le projet du second réseau de chaleur bois. Après avoir acquis en janvier 2023 une première parcelle, cette nouvelle acquisition permettra d'envisager une meilleure circulation des poids lourds. Ils entreront d'un côté de la parcelle pour ressortir de l'autre. Le développement durable étant une de nos priorités, il est important de finaliser ce projet afin de réduire au maximum notre impact écologique. Enfin, le conseil municipal devra se prononcer sur le souhait de la commune à devenir signataire de la convention relative aux aides apportées par les missions sociales de Procivis Vallée du Rhône. Nous sommes conscients des défis auxquels de nombreux ménages sont confrontés lorsqu'il s'agit d'accéder à la propriété. Les coûts élevés et les critères stricts peuvent rendre cette étape difficile, voire impossible pour certains. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre des mesures concrètes pour faciliter ce processus et créer des opportunités équitables pour tous. En devenant signataire de cette convention, nous rejoignons une communauté plus vaste d'acteurs engagés dans la promotion de l'accession sociale à la propriété et de la rénovation de nos logements. Mesdames et messieurs, la période estivale débute. Aussi, je suis fier avec mon équipe municipale de porter de nombreux événements ces 2 prochains mois, démontrant notre volonté de rendre notre territoire plus dynamique possible.
Par ces événements populaires et gratuits, comme les mercredis du kiosque, les festifs de Joux, ou encore les séances de cinéma en plein air, nous confirmons notre volonté de rendre l'accès à la culture pour tous. Pour ouvrir ce conseil, je vous invite à prendre part à l'approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 16 mai 2023 et celui relatif à la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs du 9 juin 2023. Merci. Donc, on vote les deux procès-verbaux. Alors, qui s'abstient? Pardon, oui. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, effectivement, ce qui s'est passé vis-à-vis de ce maire de La Île-et-Rose, il se trouve que j'étais enfant à La Île-et-Rose et que c'était un village, une ville très agréable, on m'y promenait quand j'étais petit, donc je connais bien la ville et j'ai toujours de la famille. Cela étant, je tiens à rendre hommage d'abord à nos pompiers, à nos policiers, à nos enseignants qui ont vu leurs écoles brûler. Parce que là, je ne voudrais pas que nos concitoyens pensent que nous réagissions comme une corporation qui se sent attaquée et qui ne parle que d'elle. Non, il y a bien plus de notre République que les simples élus locaux qui ont été attaqués. Il y a 150 mairies escalitées, il y a 150 commissariats escalités. Donc je pense qu'il convient, et en particulier vis-à-vis des forces de l'ordre et des forces de pompiers qui sont intervenus, des ambulances qui ne peuvent plus passer, des malades qui sont chez eux, qui ne peuvent plus aller à l'hôpital parce que les ambulances ne passent plus. Et je pense qu'il faut aussi penser à ces gens-là et dire que la République a quelque chose à faire et que nous avons, nous, en tant qu'élus, une part de responsabilité dans ce qui vient de se passer et qu'il va falloir, nous, en tant qu'élus, tous, j'ai bien dit tous, pas seulement les élus de la majorité, réfléchir à comment on va continuer, parce que sinon, c'est pas un La Île-et-Rose qu'on aura la prochaine fois, c'est beaucoup plus. Merci. Merci, M. Garcinu. Je ne vais pas redire ce qu'a dit M. Lascoum. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on n'a pas fait autant de choses pour le maire de Saint-Brévin qui a été attaqué par l'extrême droite. Sa maison aussi a été attaquée et il n'y a pas eu de prise de parole sur le parvis des mairies. Il n'y a pas eu de mobilisation nationale autant que pour les maires de La Île-et-Rose. Donc il aurait été intéressant d'associer le maire de Saint-Brévin à cette attaque, monsieur le maire, pour stigmatiser aussi l'extrême droite, qui est aussi un côté néfaste de notre pays. Merci. Il y avait Jonathan qui voulait intervenir, non? C'est bon? Bon. Ok, on passe au vote pour... Oui, M. Piquet? Je voulais poser juste une question par rapport au dernier conseil, notamment des délibérations. J'ai pu trouver ce que j'avais demandé, merci, c'était sur le site de la mairie. Et par contre, en regardant toujours le site de la mairie au niveau des délibérations, il n'apparaissait pas les demandes que j'avais faites, notamment lorsque on avait marqué que l'on s'était abstenu pour le budget primitif de l'hôpital alors qu'on avait été voté pour, et également que nous avions voté contre alors que nous étions abstenus pour la régie bois. Sur le site de la mairie, il n'y a aucune modification qui a été apportée. Donc, je voudrais que ça soit rectifié. Ok, c'est noté. Merci. Donc, on passe au vote sur les deux procès-verbaux. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Ah non, vous avez... Ah, pardon. Alors, qui est contre? Vous avez commencé par qui est contre? Alors, M. Piquet, Mme Taon, Mme Gauvin et M. Garcinu. Merci. Qui s'abstient? Alors, on refait. M. Jonathan Soun. OK. Merci, on poursuit. Donc, le point numéro 1 est approbation des procès. Point numéro 2, administration générale. Oui, en même temps? Oui. Oui, on vote les deux, hein, parce que le deuxième, c'est sur les élections des titulaires. Alors, je vais faire une petite remarque. D'habitude, nous, on s'abstient sur les comptes rendus des conseils municipaux parce que justement, on a demandé depuis le début du mandat que les grandes lignes soient reprises dans les comptes rendus à l'écrit. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la vidéo, mais il n'empêche que, voilà,
plutôt que rechercher des fois sur la vidéo, c'est plus facile pour nous de chercher sur le papier. Et du coup, exceptionnellement, puisque les deux sont votés en même temps, on le vote parce qu'on ne peut pas ne pas voter le conseil du 9. Voilà. Ok, merci pour la précision. Donc, le point numéro 2, instauration de la vidéo-verbalisation et approbation du règlement de vidéoprotection. Je demande à Monique Vincent. Bonjour. Délibération numéro 2, effectivement. C'est une délibération sur la vidéo-verbalisation. Ah, pardon, excusez-moi. La vidéo-verbalisation et l'approbation du règlement de vidéoprotection. Juste avant la délibération, je voudrais faire une petite remarque. Parce qu'autour de moi, il y a des confusions entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection. Donc, juste se rappeler que la vidéosurveillance s'applique aux équipements et systèmes vidéo lorsqu'ils sont déployés dans le domaine privé, et la vidéoprotection s'applique aux équipements déployés dans le domaine public et visés par l'article L251 du Code de la sécurité intérieure. Donc, c'est vraiment très spécifique, hein. On est vraiment en vidéoprotection, on n'est pas en vidéosurveillance. Et dans le cadre de notre règlement intérieur de vidéoprotection, on a souhaité intégrer la vidéo-verbalisation. Et sur le projet de délibération qu'on vous a donné, il y a juste une petite erreur matérielle dans le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, puisque bien évidemment, la vidéoprotection, elle a déjà été validée dans notre conseil municipal. Donc, le règlement intérieur de la vidéoprotection, juste rappeler que c'est un outil qui est au service de la prévention de la sécurité de la commune de Saint-Marcellin. Rappelez que dans la section 1, on souligne le cadre légal, donc avec les différents articles. La section 2, c'est le champ d'application du règlement et les conditions d'installation des caméras. Mais ça, c'est quelque chose qui a été déjà validé dans nos différents conseils municipaux. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est déjà défini. Le périmètre d'installation des caméras, c'est une procédure d'installation qui est soumise à l'autorisation du préfet, ce n'est pas une vue de la ville. Et ce document ne correspond absolument pas à la délibération sur le projet d'extension de la vidéoprotection. C'est un règlement intérieur des équipements qu'on a déjà, en y rajoutant simplement la vidéo-verbalisation, qui est vraiment quelque chose de très précis au regard d'un imprimé qu'on a envoyé au service de la préfecture. L'arrêté préfectoral nous a été envoyé au mois de juin, je crois, je ne dis pas de bêtises. Il est daté du 3 avril 2023, qui précise bien le nombre de caméras qui sont installées dans la commune. À l'issue de cette délibération, bien évidemment, nous ferons les différentes démarches officielles, la CNIL et le document au préfet, avec à l'appui la délibération. Donc, si je continue un petit peu sur le règlement intérieur, l'autorisation, donc je l'ai dit, elle est soumise au préfet de l'Isère. La liste des personnes habilitées dans la commune de Saint-Marcellin, tous les élus ne peuvent pas aller au CSU pour visualiser les caméras, bien évidemment. C'est le maire, c'est moi-même en qualité de chargé de sécurité, c'est le DGS et c'est les élus d'astreinte uniquement habilités pendant leur astreinte. Au niveau des obligations, le maire veille à chaque personne soit habilitée et formée à la réglementation existante et au principe de ce présent règlement. C'est pour cette raison que c'est important que ce règlement soit écrit. Un registre des accès est tenu, ça c'est pareil, c'est une notion qui est indispensable et qui est réglementaire. Donc les personnes qui vont visualiser les caméras sont inscrites dans ce registre avec leur nom, leur qualité et leur émargement. La gendarmerie peut avoir accès aux images sur réquisition auprès de la police municipale et peuvent éventuellement avoir une extraction. Et les images sont écrasées au bout de 14 jours et 7 jours, je crois, en ce qui concerne la vidéoprotection, la vidéo-verbalisation, pardon. Et dans la note de synthèse,
pour que les habitants soient informés, la gendarmerie a validé une petite affiche qui est bien précisée sur la note de synthèse. Donc, je suis allée peut-être un peu vite pour expliquer le principe de la vidéo verbalisation. On en avait parlé en réunion spéciale ouverte à tous les élus. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Oui. Madame Taron. Alors, déjà, juste une petite précision, c'est que la vidéo-verbalisation a déjà été actée car elle fait l'objet d'un arrêté préfectoral. On ne l'avait pas évoqué en conseil municipal. Du moment où acté. C'est possible, mais l'objet de cette délibération, c'est le règlement intérieur de la vidéoprotection. Oui, j'ai bien Dans compris. ce règlement intérieur, on indique la vidéo-verbalisation. On Oui. n'est pas là pour voter le principe de la vidéo-verbalisation. Non, mais ça, j'ai bien compris, c'est ce que je te disais. On n'est pas là pour le voter puisque ça a déjà été acté. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Dit la délibération, elle en fait état, et c'est important puisque c'est quand même quelque chose de nouveau sur notre commune, même si ça existe dans beaucoup de communes aux alentours, c'est important effectivement qu'on le précise et qu'on le rappelle aux habitants. Quand tu dis beaucoup de communes aux environs, non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a que 3 dans l'Isère. Moi, je vais à Romans. Mais Romans n'est pas l'Isère. Effectivement. Alors, moi, j'avais plusieurs petites questions justement sur le règlement intérieur, parce que j'ai bien compris qu'on parlait du règlement intérieur. Tout d'abord, section 1, rappel du cadre légal. Moi, j'avais une petite question, c'est que vous parlez de certains arrêtés, mais vous ne parlez pas du 008 de janvier 2020 qui évoque les 28 caméras de voie publique. Comment se fait-il que les autres apparaissent, mais pas celles qui mentionnent les 28 caméras? Tout simplement parce que cet arrêté a été rendu caduc par l'arrêté d'avril. Oui, mais pour autant, vous parlez du 007 qui est donc caduc aussi. Oui, mais effectivement, on pourrait le rajouter. Pourquoi pas? Même hier, vous le rajoutez dans le projet. On pourrait aussi rajouter l'article 105 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, qui est relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et qui précisait toutes les conditions d'accès. Effectivement, des textes, il y en a beaucoup, mais on peut effectivement en rajouter. S'il y en a plusieurs, vous les rajoutez, pas de problème. En fait, ceux-là, ils sont importants puisqu'ils nous concernent directement, concernent notre commune en tout cas. Pas de problème, on le rajoute. D'autant qu'effectivement, l'arrêté en fait mention. C'est pour cela. Le 008, au départ, il y avait 4. Oui, mais l'arrêté Oui, effectivement. Effectivement, l'arrêté de 2020 précise ça, et l'arrêté de 2023 précise bien 4 caméras intérieures, 11 caméras extérieures, 35 caméras visionnant la voie publique. Donc en fait, le dernier arrêté est celui qui fait foi. Après, j'avais une autre petite question, c'est que vous intégrez toutes les caméras, y compris les 4 caméras intérieures et les 11 caméras extérieures. Comment les caméras intérieures peuvent faire de la vidéo-verbalisation? Repris l'arrêté, les chiffres de l'arrêté sur le règlement intérieur de la vidéoprotection, c'est évident que dans le document, dans le CERFA, qui nous a servi de base pour faire une demande de vidéo-verbalisation, c'est vraiment très précis. Alors, je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a dans le CERFA, on l'avait appris. C'est juste que les caméras intérieures ne peuvent pas verbaliser. On peut pas vidéo-verbaliser, d'autant que la vidéo-verbalisation, elle est orientée vers des points précis. Tout à fait. Après, j'avais d'autres petites questions. On vous fera voir le document, le CERFA qui a été envoyé. 136 euros, exactement. Je ne l'ai pas pris parce que c'était un document administratif, oui. Au niveau de l'information publique, comment vous avez distingué justement pour la population la vidéoprotection, puisqu'elle existe aussi sur notre commune, de la vidéo-verbalisation? Comment ça distinguer? Vous n'êtes pas sans savoir que la vidéo-verbalisation doit faire l'objet justement de panneaux spécifiques pour indiquer la zone où il y a ces caméras. C'est ce que je vous dis. Je vous donne dans le petit document, dans la notice, la fiche qui sera indiquée, qui sera posée
sur les endroits qui seront verbalisables. D'accord, parce que la CNIL, justement, est très précise là-dessus. Hein. Mais on a des panneaux spécifiques et on reprendra bien le CERFA qui précise les motifs de verbalisation et les personnes habilitées. Parce que justement, dans les personnes habilitées, vous êtes assez vaste. Vous parlez par exemple des élus d'astreinte. Oui. Du coup, ils sont nominatifs, j'imagine, Oui. parce que vous n'êtes pas sans savoir là aussi que la liste nominative doit être déposée en préfecture au moment de la demande d'autorisation et que toute modification doit faire l'objet d'une information à la préfecture qui les classe et les enregistre. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Une fois que la délibération sera adoptée, c'est quelque chose qui sera envoyé à la préfecture. Le tableau des astreintes est fait en début d'année. Quand il y a des modifications d'astreinte, mes collègues et moi-même, on donne la modification au secrétariat. Le tableau d'astreinte est tenu à jour. D'accord. Après, il y avait aussi sur l'exercice du droit d'accès à l'image, vous parlez que le maire a l'opportunité de décider. Or, si on s'en tient justement à vos annexes, il n'est pas une question d'opportunité de décider, puisque c'est très réglementé là aussi, que la demande peut être rejetée afin de protéger le droit au respect de la vie privée des tiers. Elle peut également être refusée dans les cas où il y a une procédure en cours ou pour des motifs de sûreté d'État, de défense nationale ou de sécurité publique. Or, comme vous le rédigez là, on a l'impression que c'est au bon vouloir du maire. Or, c'est pas du tout ça. Il doit se conformer à des dispositions légales que je viens de vous énumérer. Exactement. C'est la formulation qui vous gêne. Ben oui, parce que ça n'a pas du tout le même sens du coup. C'est où L'exercice du droit d'accès aux images, 3.3. Oui, je l'ai. Page 40 ou page 5? Non, mais page 5, je l'ai effectivement. Je ne vois pas selon le ministère. Ah oui, oui. Oui. Monsieur le maire accuse réception et étudie l'opportunité de la demande. Oui. En vue de l'accès d'un tiers aux images susceptibles, oui, parce que les images peuvent être aussi, avoir été sollicitées par la gendarmerie et je pense que la gendarmerie. C'est les tiers, c'est uniquement pour les demandes des tiers. Oui, mais la façon dont c'est rédigé, l'opportunité, on dirait que c'est vraiment au choix et à la volonté du maire. Or, c'est pas ça. Non. La personne qui souhaite avoir accès à ces images, donc dans le paragraphe précédent, c'est une personne spécifique. Pour faire sa demande, et le maire accuse réception de cette lettre, c'est différent. C'est pas comme si c'était la gendarmerie, puisque la gendarmerie va directement auprès du service de police municipale. Oui, mais là, on ne parlait pas de la gendarmerie, non, parce que c'est pour justement toute personne qui a été, à une contravention peut, mais ce n'est pas le maire qui décide si oui ou non il accède à sa requête. Il doit répondre aux dispositions légales. Donc, dans la formulation, peut-être essayer d'y être davantage vigilant. On peut rajouter, répondre aux dispositions légales si vous voulez, mais n'empêche que c'est le maire qui répond aux dispositions légales. Qui étudie l'opportunité au regard des dispositions légales, si vous voulez. Oui. Après, j'avais une autre petite question. On le note au regard des dispositions légales. Si quelqu'un demande à avoir accès à ces images et ne peut pas se déplacer, comment procédez-vous ? Je demandais si une personne qui a bien sûr été verbalisée, demande à pouvoir visionner ces images, mais ne peut pas se déplacer, comment faites-vous ? Madame Buillard, vous avez une réponse ? En fait, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est un écran, enfin on va dire un ordinateur à part qui n'est pas dans la salle de visionnage, ou un tiers. Donc on extrait les vidéos, on les met sur une clé USB, on les donne à disposition sur cet ordinateur-là. Donc il n'est pas prévu aujourd'hui de faire sortir ces images du service de police municipale. Est-ce que vous êtes au courant que la CNIL ne dit pas ça ? La CNIL dit qu'il est recommandé de délivrer une copie des enregistrements, mieux à même de répondre au titre du droit d'accès, dès lors que le déplacement sur site de la personne qui en fait la demande peut poser des difficultés.
Pour faire sortir les Donc la CNIL ne correspond pas, c'est ce que vous voulez dire, Maître Balessaz? Au-delà de ce point, au-delà du procureur, on a bien spécifié dans le règlement intérieur que la loi prévoit que toute personne intéressée peut saisir la Commission départementale des systèmes de vidéoprotection, la CNIL, de toute difficulté tenant au fonctionnement du système. Donc, si la personne se voit refuser pour une raison ou une autre parce qu'il y a un souci, elle saisira la CNIL comme tout un chacun. Mais c'est parce que dans votre règlement, vous dites aucune copie de l'enregistrement des images ne sera délivrée conformément à la loi, alors que la CNIL dit le contraire. Bon, mais tant pis. Aujourd'hui, on va laisser ça. Comme dit mon collègue, la personne qui souhaite, malgré tout, que les images sortent, demandera l'avis soit du procureur, soit de la CNIL. Après, sur la définition justement de la vidéo-verbalisation, je trouve que votre définition, elle est pas précise, elle est même loin de dire exactement ce que c'est que la vidéo-verbalisation, parce qu'à aucun moment il n'est dit que c'est des images en direct, que c'est de constater une infraction à distance à l'aide d'une caméra dont les images sont reportées en direct sur un écran devant lequel un agent de constatation va être placé, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un système automatisé de verbalisation comme les radars. En tout cas, c'est pour l'instant ce qu'il en est. Alors, c'est possible. Maître Fessler, l'avocat de la commune, a validé notre règlement intérieur. Moi, j'estime qu'un homme de loi qui valide notre règlement intérieur, je suis à même d'y faire confiance. D'accord. Pourtant, il y a quand même pas mal d'incohérences dans votre règlement. Moi, j'avais une autre question. Comment conservez-vous les captures d'écran qui ont été faites en direct et que vous ne pouvez pas transmettre par procès-verbal électronique? Avez-vous un registre informatisé? Comment est-ce que cela se passe? Là, j'avoue que je ne sais pas, mais je pense qu'on peut apporter la réponse. Mais je pensais qu'on écrasait tout au bout d'un certain nombre de jours. 14. 14. C'est toutes ces informations qui auraient été intéressantes d'être portées sur ce règlement intérieur. Je poserai la question. Ce qui est plus intéressant, Noël, c'est que vous annonciez avant le conseil municipal les remarques et éventuellement observations. De toute façon, il puisse y avoir un débat en amont. Parce que là, c'est un règlement intérieur qui a été validé par notre avocat. S'il peut y avoir des améliorations, on est prêt, bien entendu, à ce que ce règlement intérieur soit amélioré. Mais là, maintenant, comme ça, au pied levé, ça paraît un peu curieux. Donc, alors, c'est bien que tu le dises, justement. Parce que hier, j'ai envoyé un mail à monsieur le maire, madame Vincent, madame Bullard et nos collègues de la minorité pour leur demander de retirer cette délibération, de donner que ce n'est pas une obligation pour que les caméras puissent fonctionner, afin qu'on puisse le retravailler en toute cohérence, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui n'est pas anodin. Or, on a eu une fin de non-recevoir puisque vous la présentez ce soir. Donc, il fallait bien vous attendre à ce qu'on ait des questions et des remarques. Ok, effectivement, c'était une fin de non-recevoir. Cette délibération, d'abord, la délibération qu'on vous soumet, c'est un projet de délibération, elle n'est pas votée. Quand elle sera votée, ce sera une délibération. Il y a quelques éléments qu'on peut effectivement rajouter. L'avocat de la commune a validé le règlement intérieur, donc je pense qu'il n'y a pas d'erreur magistrale. Si on a des questions, effectivement, les personnes peuvent se retourner soit vers le procureur, soit vers la CNIL. À mon avis, il n'y a aucun problème sur cette délibération. Pour nous, il y en a pas mal et c'est ce qui est bien dommageable. Si vous nous aviez juste proposé de retravailler avec vous, on n'en serait pas là ce soir. On a fait une commission spéciale et on est toujours d'accord pour faire une nouvelle commission amendant ce règlement intérieur si besoin. Mais la commission, je suis d'accord avec toi, mais à aucun moment on a fait mention de ce règlement intérieur, on ne l'a pas travaillé ensemble. Si, c'était aussi le but de présenter la délibération. Après, vous parlez, je voudrais savoir ce qu'il en est du comité éthique. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation dans les collectivités territoriales d'avoir un comité éthique. On n'est pas à l'hôpital. je change de casquette puisqu'effectivement, je suis responsable des avocats. Les commissions éthiques sont effectivement facultatives. La commune de Fontaine en a un, la commune d'Échirolles en a un, et c'est le bâtonnier qui désigne en général un avocat pour contrôler l'éthique du sous-comité. Mais pour l'instant, effectivement, c'est souvent lorsqu'il y a des vrais conflits que ce comité d'éthique est utile. Pour l'instant, à Saint-Marcelin, nous ne sommes pas là.
Alors, je suis bien d'accord que c'est pas une obligation comme le règlement, sauf que vous le mentionnez dans vos annexes. Donc, c'est un peu dérangeant que vous mentionnez des choses qui ne figurent pas, en fait, pour la commune. Bon, je rappelle que c'est quand même pour protéger nos concitoyens. Mais ça n'a rien à voir, monsieur le maire, ne mélangez pas tout. On a toujours été pour la vidéoprotection, mais seulement quand le règlement tient la route. Or, vous mentionnez les membres d'un comité d'éthique alors qu'il n'y a pas de comité d'éthique dans la commune. C'est quand même assez dissonant, vous ne trouvez pas? Je sais que pour vous, monsieur le maire, tout est toujours OK, mais la réalité, c'est pas tout à fait ça. Bon, il y avait d'autres interventions? Oui. Monsieur Piquet. Je voulais préciser au niveau des conditions d'installation des caméras, vous avez marqué 8 points. Or, le règlement sécurité intérieure, il y en a 9. Donc, l'avocat faudra qu'il lise jusqu'à la fin pour voir qu'il y a un 9e point. Établissement ouvert au public en vertu de l'article 251-2. Vous regarderez 1.1 les conditions d'installation des caméras. Ensuite, vous avez parlé de 7 jours et de 14 jours, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 30 jours en cas de réquisition. Là, vous l'avez précisé nulle part, mais s'il y a une réquisition de gendarmerie, pas pour les contraventions, si je ne me trompe pas, Jean-Yves. Voilà, pour les délits et les crimes, la commune doit garder même plus de 30 jours les 10 documents. Ça a précisé également. Parce qu'il y a un mélange de tout, il y a 7 jours, 14 jours, après on ne sait plus trop. Je reviens sur l'éthique. Excuse-moi 2 minutes, je vais répondre à Noël Taon. C'est pas un comité d'éthique qui est précisé dans les annexes, c'est une charte d'éthique. Parce que oui, bon, comité d'éthique. Mais si on lit la phrase, ce registre peut être consulté par les membres du comité d'éthique. Il est marqué comité. Auquel cas, vous enlevez cette phrase, tout simplement. Vous n'êtes pas rigoureux, c'est un peu gênant. D'autres interventions? Madame Sylvie Chape. Moi, j'ai une petite question concernant la charte d'éthique. Alors, attends, parce que, ouais, je voulais savoir si c'était un document type ou si c'est vous qui l'avez rédigé. Ah ouais, parce qu'il y a une phrase quand même qui m'interpelle. C'est l'obligation de rendre compte vous est imposée, qu'elle soit liée à l'exercice de votre mission quotidienne. Et puis, ben, la phrase, elle n'a pas de suite parce qu'il devrait y avoir où qu'elle soit. Et du coup, je trouve qu'elle n'est pas très compréhensible, cette phrase. Donc, je voulais savoir si c'était un document type ou si c'était. Voilà, ça avait été rédigé par les services. Non. Un document type. D'accord. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose qui. Oui. Non, mais après, je comprends, mais honnêtement, la tournure de phrase. En matière de grammaire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une faille. Après, moi, je voudrais plus que rentrer dans les détails du règlement. Là, je me pose des questions parce que moi, je suis favorable aussi à la vidéoprotection, mais la vidéo-verbalisation, on en a parlé effectivement en commission. Je crois que j'ai pas tout capté parce qu'on n'en a pas non plus parlé très longtemps. Je voulais savoir, vous, ce que vous voulez viser comme type de verbalisation et lutter contre quelle sorte de délinquance? C'est pas forcément de la délinquance, surtout sur des incivilités. Au niveau des poubelles, au niveau des stationnements sauvages, des choses comme ça. Parce que ce qui est écrit dans le CERFA. D'accord. Parce que moi, je suis allée chercher justement ce que contenait la vidéo verbalisation, ce qu'elle pouvait permettre. Donc, le non-respect des signalisations, donc un feu rouge, un stop, le non-respect des vitesses maximales, le non-respect des distances de sécurité. Enfin bon, il y a beaucoup de choses oui, mais là, c'est avec un véhicule. Donc, il nous faut, dans ce cas-là, l'immatriculation du véhicule. Oui, mais ça veut dire que c'est possible aussi, également. Oui. Une immatriculation du véhicule. Et en fait, je suis allée chercher ce que c'était que la vidéo-verbalisation et ce qu'elle permettait. Et en fait, elle permet beaucoup de choses. Et ça m'a interpellée parce qu'on râle déjà quand on met des radars. Alors, après, on n'a qu'à rester dans les clous, si on ne veut pas se faire verbaliser. Mais à un moment, j'ai l'impression qu'on est des vaches à lait, quoi, comme on dit vulgairement.
Donc, ça englobe le non-respect de la signalisation, c'est-à-dire un manque d'arrêt au feu rouge ou un stop, le non-respect des vitesses. Dans le document CERFA, c'est précisé. Alors, on n'a pas le document CERFA là. On l'a pas pris. Toi, tu l'as? Lequel, le 138 oui. Celui avec lequel on a fait la déclaration. Comment vous avez le document? Ah oui, c'est Sandrine qui l'a donné. D'accord. Sur Internet. La demande d'autorisation. D'accord. C'est ça. C'est ça. Oui, vas-y. Non, mais dis-moi. Mais... Hein? Donc, si je peux me permettre, je vais continuer quand même. Le défaut du porte-ceinture, l'usage du téléphone, la circulation, l'arrêt, le stationnement sur des bandes d'urgence ou gênants, le chevauchement et franchissement de ligne continue, le non-respect des règles de dépassement, le non-respect des sas vélos, le non-respect du casque des deux roues, etc., etc. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses et c'est pas ce que j'avais compris moi en commission. Je pensais effectivement à la lutte contre les dépôts sauvages, au stationnement gênant ou tampon du centre-ville, etc. Là, je trouve que... Saint-Martin, on s'arrêtera là. Vas-y, Ouais. quelles sont les cases qui ont été cochées? Je me souviens des incivilités. Jean-Luc? En fait, c'est surtout les titres dans la rubrique 3. La finalité du système, c'est global, c'est générique. Ça ne détaille pas chaque infraction routière. Hein. Ça marque régulation du trafic routier, prévention des fraudes douanières, régulation, voilà. Ça n'explique pas chaque infraction. En fait, c'est vous, la commune, qui devez le remplir avec qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Pour ma part, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien, pour valider ça, avoir un peu du détail sur le contenu. Et juste, si je puis me permettre, au niveau de la vidéo-verbalisation, que comment dire, j'ai précision soit faite quant à l'utilisation de la vidéo-verbalisation. On n'est pas contre, et du moment où une personne prend un sens interdit, il assume. Hein. Et, moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Voilà. Par contre, faut bien préciser, et je ne veux pas me tromper, mais normalement, il faut quelqu'un derrière l'écran, notamment un stationnement. Il faudra qu'il fasse une photo arrivée à 10h10, 10h20 ou voilà, un certain délai d'état, ce qui veut dire que pour pouvoir utiliser la vidéo-verbalisation, il faudra qu'il y ait une personne présente derrière l'écran et pas a posteriori, sachant qu'un tel a pris le sens interdit hier, à ce moment-là, on va aller voir les vidéos de hier, ça ne marche pas. Okay, façon, parce qu'il peut y avoir des confusions. Moi, le premier, je pensais qu'on pouvait a posteriori, c'est pas du tout le cas. C'est bien précisé sur l'écran, relever les infractions à la circulation routière, sanctionner les comportements routiers inciviques et ou dangereux et faciliter la lutte contre les dépôts sauvages. Et en ce moment, la lutte contre les dépôts sauvages, ça commence à... Oui, il y en a besoin. On est d'accord. Non, mais justement, c'est qu'il faut vraiment rajouter dans la définition, c'est vraiment la notion de en direct. Dans le cas, on rajoutera en direct. Oui, je trouve que c'est important ce qu'il a rajouté, Jean-Luc. Merci. Ok, d'autres interventions, monsieur. Après, j'ai fini, hein, je ne veux pas monopoliser en direct, mais si quelqu'un est derrière l'écran, si c'est un piéton, il n'aura pas sa plaque d'immatriculation. Donc déjà, on va être bloqué par rapport aux gens qui viennent à pied déposer leurs ordures. La vidéo-verbalisation ne servira à rien s'il n'y a pas un agent derrière l'écran et une patrouille mobile qui a interpellé ou appréhendé la personne et lui rappeler le savoir-vivre. Pour cette raison qu'on a fait le rappel à l'ordre. Monsieur Guercidu. Vous savez que je ne suis pas favorable à ce règlement ou à cette disposition, malgré qu'il faut protéger nos concitoyens. Je pourrais comprendre la circulation routière, je pourrais comprendre si c'était bien mis à valeur, mais j'ai du mal à saisir la facilité de la lutte contre les dépôts sauvages avec une vidéo. Plusieurs fois, je vous ai interpellé en plein conseil en disant que c'était les caméras de M. Wauquiez à reconnaissance sociale que vous voulez mettre en place. Vous pouvez soupirer, monsieur le maire, mais on y va tout droit, monsieur le maire. C'est exactement ça. On va à ça. Parce que si vous ne faites pas... Il ne s'est rien passé la semaine dernière, monsieur Guercidu? À Saint-Marcelin? Non, mais en France. Sincèrement, monsieur le maire, vous êtes très très mal placé, vu que vous avez fait une délibération de partage des agents de police municipaux avec Vinet pour réduire les forces de l'ordre sur notre territoire. Donc vous êtes très mal à propos de venir nous dire qu'on va dépenser 600 000 € de caméras,
et pas embaucher des gens pour faire la médiation et faire en sorte que ça se passe bien dans notre commune. Ce qui manque sur notre territoire, c'est des gens sur le terrain. C'est pas en mettant des caméras qu'il faudra remplacer tous les 3 ans parce qu'elles seront obsolètes, monsieur le maire. Donc, à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi, monsieur le maire. Vous avez donné une convention à la ville de Vinay pour partager notre police municipale. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il faut mettre des caméras en plus. C'est pas possible. Surtout que l'étude qu'on nous a présentée le jour de la commission de sécurité, quasiment tous les critères de délinquance à Saint-Marcellin sont en baisse. C'est votre document que vous nous avez présenté. Fait par la gendarmerie. C'est ce que vous nous avez présenté. Donc, vous nous dites, on met 600 000 euros d'argent sur la table pour mettre des caméras. Non, c'est pas du tout le projet de la délibération. Ça va découler. La délibération, ce n'est pas du tout. Ça va découler, madame la première adjointe, ça va découler. C'est la même suite. Absolument pas. C'est un règlement intérieur avec une précision sur la vidéo-verbalisation. En aucun cas, cette délibération est liée sur le nombre de caméras de la ville. Dites comment vous allez verbaliser les gens qui vont faire le dépôt sauvage. Dites-le. Aujourd'hui, on a un certain nombre de caméras. Ce règlement intérieur s'applique à ce nombre de caméras. Point. Donc, sur le Je ne règlement. peux pas laisser dire que ce règlement intérieur, il va précéder des caméras qui seront mises en place. Parce qu'effectivement, il y aura probablement des caméras mises en place, mais je ne peux pas vous dire le nombre, le lieu et comment ça va se passer. Donc, sur le règlement intérieur, précisez comment vous avez verbalisé pour les dépôts de sauvage. On a suffisamment de caméras, on en a une. Mais comment? Sur quels critères? Les critères de verbalisation? C'est bizarre, aucun élu présent n'a ce texte pour pouvoir en juger. Le texte, c'est le texte réglementaire qu'a donné Madame Sharp. Qu'est-ce que vous Madame Sharp parlait des délits routiers, hein, feu rouge. Eh bien, incivilité, c'est quoi? Faciliter la lutte contre les dépôts sauvages. C'est pas un délit routier? Comment vous allez le verbaliser? Je n'ai pas parlé de nombre, hein. J'ai pas parlé de nombre, hein, Madame Vincent. J'ai parlé d'argent, c'est ce que vous nous avez donné en commission. Hein. Oui, mais... Enfin, vous avez ma position. Embauchez plutôt des agents de police municipaux pour faire de la médiation. Ça serait là où on pourra discuter avec les gens. D'autres interventions, Monsieur Soun? Ouais. Oui, je suis le propos de Monsieur Garcinou et je suis plus pour plus humain et puis moins de machines. Voilà, maintenant c'est dit. Le chiffre des 7 jours m'interpelle en cas de verbalisation parce que dans le cas normal, c'est 14 jours avant suppression. Et dans le cas où il y a une verbalisation, on fait disparaître les images au bout de 7 jours et je trouve ça juste étonnant. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que vous pouvez expliquer? Réglementation. D'accord. Étonnant, oui. Quelqu'un qui aura du mal à réagir, etc., ne peut pas venir discuter. Ok. Et puis le deuxième point, parce que j'ai du mal à laisser passer ça, je pense qu'il est pas sain de faire le lien entre les événements de la semaine passée et cette vidéo verbalisation, parce que je pense que c'est des natures complètement différentes. C'est pas la même chose qu'on veut protéger. Et donc, je trouve ça dommage de le faire. Et surtout que, de l'aveu de vous-même, monsieur le maire, quand vous avez fait votre discours et que vous avez été interpellé sur « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?», vous n'avez pas proposé ou annoncé que vous allez mettre en place de la verbalisation, vous aviez plutôt proposé de chanter la Marseillaise. Donc, voilà, le lien, il se passe si facilement. Monsieur Lascoum, une intervention? Oui, deux. La dernière. Alors, la première... Monsieur Balestas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au précédent mandat, nous nous sommes opposés, en présence de la gendarmerie et de la police municipale, sur le fait de poser des caméras sur les 4 axes d'entrée dans Saint-Marcellin. Donc le faubourg, l'ancienne piscine, bref, Beauvoir, etc. C'est les 4 axes. Et nous sommes opposés. Et à l'époque, votre argumentation
que j'ai respecté et que je respecte toujours, même si c'était pour moi insuffisant, ça a été de dire on ne va pas commencer à mettre ces caméras parce qu'on va s'en servir pour regarder les ceintures de sécurité. Donc, c'était votre point de vue lors du précédent mandat. Là, aujourd'hui, on va faire des ceintures de sécurité, hein, et puis en plus, on va les digitaliser, les automatiser. Et j'aurais voulu savoir ce qui a conditionné votre évolution sur cette question. C'est ma première question, j'en aurai une autre. On va répondre. La société évolue, M. Lascaux. C'est effectivement sa force, c'est le vivre ensemble doit s'adapter aux circonstances. La Cour de cassation chambre criminelle, à l'époque, indiquait que ce système de vidéosurveillance, vidéo-verbalisation, était du ressort uniquement des forces de l'ordre de l'État, c'est-à-dire gendarmerie et police. Cette jurisprudence a changé puisque les textes de loi ont évolué et ont indiqué très précisément que désormais, sur volonté politique de la commune, et c'est bien la volonté politique de cette majorité, même si Mme Taon va derrière la virgule pour vérifier que tout est en ordre, c'est bien la volonté de cette majorité d'installer cette vidéo de protection pour faire simple, c'est pas pour les ceintures de sécurité, c'est pour essentiellement que la ville reste propre, c'est éviter les dépôts sauvages. On ne va pas prendre la place de la gendarmerie ni de la police pour cela, mais simplement parce qu'il y a des actions qui ne sont pas remplies par les services de l'ordre. Donc, bien sûr que les forces de l'ordre de gendarmerie restent en première ligne pour les verbalisations routières, mais pour ce qui concerne le vivre ensemble, c'est bien la commune qui est en première ligne. Donc, cette jurisprudence n'est plus d'actualité. À l'époque, elle l'était, puisque les lois ont changé. Donc, voici ma réponse. Mais par là, il y a un engagement politique. Alors, moi, j'entends qu'il n'y a pas une parfaite respect de je ne sais pas quoi dans le règlement intérieur, mais avançons. Moi, l'opposition, je ne la conçois pas comme ça, comme une force systématique, critique. C'est pour dire, voilà, il y a une première avancée, un règlement intérieur. Il est perfectible, on est tous d'accord. Donc, vos observations, on en prend note, on fera une deuxième réunion de commission, on reviendra en conseil municipal pour compléter, amender, mais avançons sur ce qu'on nous dit aux concitoyens, c'est de dire, nous, on a mis une ville propre, on veut effectivement des choses que le vivre ensemble. Donc, demandons pas à la gendarmerie de faire tout, parce qu'ils ne peuvent pas. Prenons nos responsabilités. Et j'ajoute ce que a dit M. le maire, c'est que ceux qui sont récalcitrants, ceux qu'on repère comme effectivement se foutre des autres, on a le rappel à l'ordre, c'est l'engagement politique également de la commune. M. le maire, Monique Vincent et moi-même, nous allons pouvoir convoquer ces familles devant nous et faire le point. Voilà, positiver plutôt que toujours dire ça va pas. Alors, quant à ce qui concerne M. Garcinu, mutualiser, travailler dans un territoire, mais c'est un plus. Pourquoi la sécurité s'arrêterait au ruisseau du Vézelay? Pourquoi, effectivement, on ne va pas travailler sur un territoire quand et vous n'avez peut-être pas encore participé, mais je suis responsable de la commission de prévention de la délinquance. On a tous les gendarmes de tout le territoire avec nous, tous les éducateurs, tous les enseignants, bref, le territoire qui travaille sur ces questions-là. C'est positif de travailler sur ces questions ensemble, dire « Oh, vous travaillez avec Binet, c'est n'importe quoi ». Non, c'est pas n'importe quoi. C'est un territoire qui fait son unité. Cette unité, elle sera fiscale, elle sera urbaine et elle sera prévention de la délinquance. Et bien sûr, la santé, et ça a déjà été fait. Merci. Je constate votre évolution dans le bon sens. J'espère simplement que cette évolution dans le bon sens n'est pas liée au fait que l'insécurité se rapproche sans cesse de gens comme vous et moi. Voilà, mais je pense que d'autres auront compris. Hein, parce qu'on voit trop aujourd'hui d'anciens laxistes nous expliquer qu'il faut mettre tout le monde sous surveillance. Pourquoi? Tout simplement parce que les rues de Lyon, les rues centrales de Lyon ont été brisées. J'y étais hier. Celles de Grenoble ont été brisées. Donc cette fois-ci, c'est plus le petit peuple des banlieues qui prend tout dans la figure. Mais cette fois-ci, c'est les gens qui ont payé 10 000 € leur mètre carré, comme à la Concorde, devant l'hôtel Crillon, où j'étais l'autre soir, et où j'ai plus pu rentrer sur la Concorde.
Alors, je ne peux, monsieur, attendez, monsieur Balestas, je vous parle de la conviction que j'ai. Voilà. Donc, je souhaite et j'espère que ce n'est pas lié à ça. Voilà. Ça, je pense que, voilà. Parce que je suis quand même très surpris de cette évolution, moi qui vous connais depuis très longtemps. La deuxième remarque, qui est beaucoup plus technique, je pense que ça va être un désastre pour les poubelles. Pourquoi? Parce que les gens vont recommencer à faire du dépôt sauvage, mais alors sur le bord de la route nationale, sur mon parking, etc. Parce qu'ils vont effectivement se dire qu'ils sont verbalisables en ville et ils vont aller déposer ça n'importe où ailleurs. Voilà la crainte que j'ai. Vous inquiétez pas, la dernière fois c'était devant chez moi. Si ça revient devant chez moi, je vous ferai les photos. Merci, on va passer au vote. Alors, qui s'abstient? Non, madame, on passe à autre chose. Alors moi, je voulais juste reprendre non, par rapport à ce que Jean-Yves a dit. Je trouve dommage qu'on se soit pressé, qu'il y ait eu comme une urgence pour ce règlement et que vous ne nous avez pas laissé travailler en amont avec vous sur ce dossier. Parce que nous y sommes très favorables à la vidéoprotection, mais vous le savez très bien, ça faisait partie d'un point de notre programme. Mais vu le règlement aujourd'hui qui est incohérent et avec une certaine absence de clarté dans les paragraphes, nous ne prendrons pas part au vote. Eh bien, ok. Alors attention, nous ne prendrons pas part au vote, ça ne veut pas dire que nous votons contre, comme ce que vous avez laissé courir concernant le règlement pour les associations. Bah oui, vous racontez n'importe quoi. Quand vous envoyez des courriers aux associations, vous leur dites qu'on n'a pas pris part au vote, en leur laissant sous-entendre qu'on est contre. Alors il faut aussi être réglo de votre côté. Vous n'avez pas pris part au vote, donc à un moment donné, vous n'avez pas pris part au vote des subventions aux associations, donc vous n'avez pas accompagné les associations saint-marcelinoises, que vous vouliez ou non. C'est votre point de vue, parce que vous avez retravaillé entre-temps le règlement, c'est une très bonne chose, mais vous auriez pu le faire avant qu'on vote les règles, justement les subventions aux associations. Allez, on passe au vote, si vous voulez. Donc, le point numéro 2, qui s'abstient? Madame Chapre, oui, moi je vais m'abstenir parce qu'il me manque un peu des éléments, mais sinon je suis globalement favorable. Voilà, mais je voudrais avoir. Eh oui, mais il me manque des éléments, Raphaël. J'aurais voulu un peu plus de détails sur les verbalisations. C'est qui représente Madame Vignon? C'est Monsieur Jardineau. Donc, alors on recommence. Alors, qui est contre? Monsieur Guercinu et Monsieur Soun. Qui s'abstient? Donc, Monsieur Jardineau, Madame Chapre, Monsieur Lascoum, et vous ne prenez pas part au vote. Et Madame Vignon, oui. OK. Point numéro 3. Modification du tableau des effectifs. Nous avons un agent qui réintègre la collectivité après plusieurs années en disponibilité. Donc, nous recréons son poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet à hauteur de 26h22. Des questions? Des interventions? Qui s'abstient? Alors, Madame Chapre, Monsieur Lascoum, Monsieur Jardineau et Madame Vignon? Oui. Qui est contre? Merci, on poursuit. Point numéro 4. Petit point, si je peux me permettre. Concernant les pouvoirs, ils ont bien 2 voire 3 conseils de validité quand il y a quelqu'un d'absent. Je voudrais avoir confirmation. 3 conseils. Donc, en fait, je peux continuer à utiliser le pouvoir de Lucille, voilà. De la dernière fois, elle avait fait un pouvoir la dernière fois. Oui, c'était... C'est juste que tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'avais pouvoir. Alors, on a eu des doutes. Donc, on a demandé à Lucille de refaire un pouvoir à Bruno. Parce qu'on ne savait plus si mon pouvoir de la dernière séance était encore valide. On ne savait plus si un pouvoir est valide. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pour moi, c'est 2. C'est 3. Qu'est-ce qu'il en est? C'est 3. Là, M. Jardineau, il va l'avoir 3 fois. Il faut quand vous avez ce pouvoir, vous marquez les conseils sur lesquels ça fait quoi, en fait. Donc, il faut faire mention du conseil municipal concerné, en fait. D'accord, donc on ne connaît pas la date, parce que là, il y a beaucoup de monde. Point numéro 4, c'est bon. Point numéro 4, acquisition d'une parcelle, seconde chaufferie Saint-Martin, Énergie Bois. Monsieur Dreyer. Bien, bonjour à tout le monde.
La ville, vous savez, la ville porte... Oui, je suis arrêté, ouais. La ville porte à travers la régie Énergie Bois Saint-Marcelin un projet de second réseau de chaleur dont la chaufferie se situera à vue du docteur Carrier, vous le savez, on en a déjà largement parlé. Nous rappelons que la commune a déjà fait usage de son droit de préemption pour acquérir une parcelle de 930 m² à la SAS Les Pins, anciennement Chambard. Ça, c'est donc une parcelle qui a été acquise. Afin de permettre l'utilisation de la chaufferie dans les meilleures conditions et notamment le déchargement des plaquettes bois dans les meilleures conditions de sécurité, nous souhaitons faire l'acquisition d'une parcelle d'environ 350 m² qui se situe dans la continuité de celle déjà acquise par la mairie. Donc, il s'agit des parcelles cadastrées A0131 et AE 0130. Ce sont des parcelles qui sont aujourd'hui situées sur la propriété de la SCI Tessuor, ABM Rousset. Aujourd'hui, le projet de bornage est susceptible de légèrement évoluer. C'est des discussions qu'on a eues donc avec cette société. Et en fonction des discussions avec le propriétaire, on aura une valeur d'acquisition qui va peut-être peut-être bouger par rapport au prix qui est annoncé aujourd'hui de 29 400 €. On achète cette parcelle au même prix que la parcelle qu'on a achetée précédemment, c'est-à-dire 84 € le mètre carré. Voilà. Donc en fait, moi je vous propose aujourd'hui d'accepter l'achat de cette parcelle de 350 m² pour la somme de environ 29 400 €. Des questions? Monsieur Lascoum? Avec le micro. Avec le micro. Quelle est la classification du terrain au regard du PLU? Industriel, commercial, habitation? Industriel. Madame Gauvin? Oui, j'ai une question concernant la parcelle qui avait déjà été acquise en janvier 2023. À quelle date l'acquisition de cette parcelle a-t-elle été votée en conseil municipal? Nous n'avons pas retrouvé la délibération. Ça a été voté, ça j'en suis sûr, mais là, moi, je n'ai pas ça en tête. On va regarder, mais c'est sûr que ça a été voté. Merci, et merci pour le compte-rendu de la commission reçu dans l'après-midi. Juste que le compte-rendu de la commission urbanisme, on l'a reçu cet après-midi, alors que le conseil municipal, c'était ce soir. Alors, on aurait pu l'avoir avant, peut-être. D'autres interventions? Alors, qui s'abstient sur cette délibération numéro 4? Monsieur Soul, vous vous abstenez sur l'acquisition pour une chaufferie bois? Oui, je m'expliquerai après. Ah. Oui, monsieur Garcinu. Je n'ai pas compris l'histoire de environ 29 400 €. Qu'est-ce qui va changer? C'est le prix d'achat au mètre carré ou c'est le nombre de mètres carrés? Non, le prix d'achat au mètre carré, il est fixé à 84 € le mètre carré, et ça, c'est entendu avec le propriétaire du terrain. C'est simplement, il y a des discussions sur est-ce qu'on fait un angle plus obtus ou moins obtus pour la sortie, c'est tout. Ça va jouer sur très peu de mètres carrés. Mais par honnêteté, il fallait que je dise que c'était pas peut-être 29 400, mais autour de 29 400, mais très proche. Ben, du coup, ça rend pas légal la délibération. Le prix de mètre carré est bon. Pas le nombre de mètres carrés correspondant. Ben oui, mais s'il change, la délibération sera caduque. Je suis désolé, mais ben si, monsieur le maire, c'est pour vous éviter. Hein. Maître Sechler, il est déjà bien occupé. Et s'il y a moins, il y aura moins aussi. Ah, c'est possible. Ouais. De quoi, Sandrine? On refera une délibération avec le vrai montant. S'il est à 29 400, on l'acte. Hein. Et si ça change, on redélibérera, hein, à mon avis. Hein? C'est bon?
Même à la baisse? Oui, ok. Bon. Oui, M. Soun? Oui, juste des interventions. Du coup, vous pouvez peut-être mettre jusqu'à 30 mètres carrés et puis l'autorisation est donnée par cette délibération. Comme ça, non, mais ce qu'on peut faire, c'est enlever les 29 400 et rester 84 € le mètre carré. Hein. Et puis, voilà. Ça, au moins, c'est figé. Hein. Oui. Environ. Oui. Ouais. Environ. Et vous étiez étonné par mon vote, donc du coup, je préfère le préciser maintenant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui est lié à la délibération suivante, où là, on a un prix d'achat pour la commune d'un terrain qui est à 84 € le mètre carré, et quelques centaines ou quelques dizaines de mètres plus loin, on va céder une parcelle de la commune à moins de 30 € le mètre carré. Et donc là, je ne comprends pas pourquoi la commune achète un bien plus cher qu'elle en vend plus loin. Et c'est au niveau de la gestion de l'argent public, et je ne comprends pas. Bien, je vais tenter de vous expliquer après, M. Soun, il y a une raison. Alors, effectivement, M. Soun a tout à fait raison, surtout que là, on est sur du terrain industriel, je vous l'ai fait dire. De l'autre côté, on est sur du terrain habitation, donc c'est surprenant. Et par ailleurs, vous voulez bien vous ne faites pas mention, ni dans un cas ni dans l'autre, d'une évaluation des domaines. Vous voulez bien que je fasse la délibération, que je vous présente la délibération 5 ou vous passez à la 6 tout de suite? Ah non, mais là, on était en train de la voter, donc si vous avez encore quelque chose à dire... Non, on était en train de voter la 4, monsieur. Donc, on va revenir en arrière et on vote la 4. Non, mais de toute façon, les 4 et la 5, M. Soun, là, pour le coup, il n'a pas tort, elles sont liées. Oui, non. Non, elles sont aucunement liées. Et vous allez voir. C'est pas la même chose. La 4. Alors, qui s'abstient? M. Soun. Qui est contre? Merci. On poursuit. Alors, point numéro 5. Cession d'une partie de la parcelle AE105 au profit de Kaolin. M. Dreyer. Il s'agit donc de la cession d'une partie de la parcelle AE105 qui nous appartient au profit de la SCCV Le Kaolin. La société Pix Immobilier a déposé un permis de construire pour la réalisation d'un projet immobilier de logement collectif nommé Le Kaolin, avenue de Docteur Carrier. Cet immeuble est un R+3 plus attique. Il comporte 25 logements du T2 au T4 et des parkings en sous-sol. Je précise que c'est ancien Ostruy, hein, le bâtiment Ostruy. Ça vous parle, ça? En face du plein air. Bon. C'est bon? On peut avancer. Ce projet a été présenté au cours d'une réunion publique le 13 avril. Le bâtiment est implanté sur les parcelles AE106 et AE107 et bénéficie d'une servitude de passage sur une bande de 6 mètres prise sur la parcelle AE105 appartenant à la commune et dont le devenir sera un bassin de rétention, comme vous le savez. Donc en fait, si on regarde sur le schéma, là, vous voyez la parcelle, le Pix, c'est sur le bâtiment, c'est sur la parcelle 107-106, et la servitude de passage dont je parle, c'est la parcelle A105, qui appartient donc à la grosse parcelle ici, qui appartient à la ville, et qui servira de bassin de rétention. En accord avec la commune, le porteur de projet a proposé de décaler son bâtiment côté chatte pour limiter les vis-à-vis avec les voisins et aménager l'accès au sous-sol du côté de Saint-Marcelin plutôt que sur les servitudes de passage. Donc en fait, initialement, le projet voulait avoir l'accès au sous-sol ici. Et ce qui a été fait après des discussions avec le promoteur, c'est de pousser le bâtiment vers là, de manière à avoir l'accès au sous-sol qui se fera ici. Ça permet de limiter le vis-à-vis par rapport aux voisins. Ça permet aussi d'avoir un accès au sous-sol un peu plus sécuritaire. Voilà. Donc, la servitude de passage, elle ne sera pas construite. Elle sera utilisée pour définir des jardins pour les appartements en rez-de-chaussée. Et je précise donc bien qu'aucun bâtiment ne sera construit sur cette emprise-là. Donc, il est proposé au CM de délibérer pour autoriser M. le maire à céder la SCCV Le Kaolin à la SCCV Le Kaolin une partie de la parcelle AE105 d'une surface de 271 mètres carrés au prix de 8 000 €.
Ce prix, je vais répondre à vos questions, Monsieur Soun et Monsieur Lascoum, ce prix a été fixé par les domaines en date du 15 mars 2023. Il a été fixé à 29,5 € le mètre carré parce qu'il s'agit d'un terrain qui est non constructible. Et les domaines ont aussi validé les 84 € du mètre carré de nos achats? Ils n'ont pas validé ça. Voilà, là, ils n'ont pas validé. Donc, vous voyez bien qu'il y a un bug évident. Quant à nous expliquer, monsieur, quant à nous expliquer qu'on va faire des jardins, soyons sérieux, un terrain constructible, vous savez, il y a un truc qui s'appelle coefficient d'occupation des sols. Donc, il y a un terrain constructible, que vous soyez en jardin ou construit, que vous utilisiez cet argumentaire, sincèrement. Alors moi, je vais effectivement faire du jardin, c'est-à-dire je vais faire ma maison qui va tenir la totalité du terrain, puis après, comme je serai en zone non constructive, je vais dire je fais un jardin. Non, il faut être sérieux, monsieur Dreyer, et là, on n'est pas sérieux. D'un côté, alors je l'ai voté parce que effectivement, on a commencé à mettre la main dedans, donc on va être obligé d'aller au bout. On ne va pas bloquer tout un projet important de chaufferie bois pour 29 400 €. Mais là, franchement, ce n'est pas sérieux. Soit on donne tout au domaine, soit on donne rien au domaine. Or, vous donnez à l'évaluation des domaines quand ça vous arrange. Et ça, je ne suis pas d'accord. Un seuil, monsieur Lascoum, pour les domaines, on ne donne pas quand ça nous arrange. Mais arrêtez de transformer... Un seuil, 8 000 €. 8 000 €, vous avez demandé au domaine. Il n'y a pas à 29 000, on est au-dessus. Bon. On passe au vote. Alors, Attends, Oui. Raphaël. C'est quoi le seuil, Monique? Pas du tout. Et à partir du moment où il y a l'estimation des domaines, donc là, en l'occurrence, ça fait 29,50 du mètre carré. Si la mairie, elle estime que ça vaut plus et qu'elle peut en tirer un petit peu plus, est-ce qu'elle a de la latitude pour le vendre plus cher, ce terrain? Non? Par rapport au domaine, on a 10%. Mais là, on n'est pas dans le même cas. Hein. Dans un cas, on achète. Dans l'autre cas, on vend. Non, mais les domaines n'ont rien à faire quand on achète. Oui. Les domaines, peut-être, mais c'est la règle. Non, mais attendez. Les domaines, vous savez, pour faire dépasser les domaines, c'est pas aussi simple que ça. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de demander l'avis des domaines quand on achète une parcelle. Et de toute façon, c'était les prix que vendait les prix au mètre carré que vendait Chambord. Si on voulait l'acheter, il fallait l'acheter. Vous êtes gentil. Et quand vous allez préempter tout à l'heure sur le grand, vous allez aussi acheter au prix où Jeannet veut vendre. Non, soyons sérieux. Vous dépensez l'argent public sans contrôle des domaines. Et ensuite, les domaines, ils ne se déplacent pas tout le temps d'abord. Hein, ils téléphonent des fois aux agents immobiliers pour savoir comment ça marche. Il se trouve que dans mon activité, j'ai travaillé avec les domaines un certain nombre d'années. C'est faux. Eh bien, écoutez, chaque fois qu'ils viendront pour un terrain, vous nous inviterez. OK? Absolument, mais c'est faux ce que vous dites, monsieur Lascoum. Eh bien, vous allez nous le démontrer, comme ça, à chaque visite des domaines, vous nous invitez, comme ça, vous nous le démontrerez que ce n'est pas faux. C'est faux, monsieur Lascoum, ce que vous racontez. Monsieur Dreyer, démontrez-le. Bon. On va sûrement pas se lancer là-dedans ce soir, mais je vous assure que vous trompez le monde avec vos sorties qui font croire plein de choses, mais qui sont complètement décalées par rapport à la vérité et à la réalité des choses sur le terrain. Je peux vous faire croire. Non, moi je veux juste une démonstration, c'est tout. Ok, on passe au vote. Monsieur Guercidu. Attends, Sylvie. Je vais la voter, la délib. Mais ce qui me dérange, c'est de ne pas avoir l'avis des domaines dans la délibération. Des domaines. Ah. Ben là, moi, je l'ai pas, enfin, je l'ai pas vu dans le dossier. Et mea culpa, je l'ai pas vu. Mais un plage en Vinet, vous avez bien fait passer les domaines pour estimer le bâtiment. Pour l'acheter, quand vous l'avez préempté, pour la faire, d'accord. C'est important, ça n'avait rien à voir avec 8 000 €. Non, mais je reviens sur ce qui a été dit, qu'il n'y a pas besoin de faire passer les domaines pour acheter un terrain. Sur le terrain où 84 mètres carrés pour 84 € du mètre carré pour la chaufferie, vous n'avez pas fait le domaine. Là, vous ne faites pas les domaines là, mais vous l'avez fait pour place Jean Vinet. Donc à un moment donné,
c'est l'un et l'autre qui est... C'était 300 et quelques Je millions. le sais bien, Madame Vincent, je le sais bien, mais c'est pas un coup et un coup non. C'est où on fait passer les domaines pour les achats ou on le fait pas. C'est pas un principe, c'est qu'on sait qu'on a un seuil. Là, ce sont des petites sommes. On n'a pas besoin de faire passer les domaines. C'est pas quand même dépenser de l'argent public n'importe comment, de 8 000 €. Arrêtez. Je parlais de l'autre. C'était pour... Perdu dans les délibes, moi. Hein. Si vous continuez comme ça. C'était pour revenir sur le fait qu'il n'y avait pas d'obligation de faire passer les domaines. Pourquoi oui et pourquoi non? Pas en mémoire et que on vous fera passer. D'accord. Mais j'attends d'avoir le seuil. Merci. Tu voulais intervenir, Sylvie? Oui, j'ai une question concernant ce bâtiment-là. J'ai réalisé après la commission qu'il avait un double sous-sol, si je ne dis pas de bêtises. Oui, madame. Et avec les événements qui se produisent en ce moment, comment dire, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils risquent peut-être d'être inondés? Parce que là-bas, dans le quartier, ça y va pas mal. Donc, comment ça va se passer? Je sais pas, moi je suis pas constructeur, mais ils sont parfaitement au courant. Ils sont au courant? Absolument. Ok. Ok. On passe au vote. Alors, qui s'abstient sur cette délibération numéro 5? Monsieur Lascoum. Qui est contre? Monsieur Soud. Merci. On poursuit. Point numéro... Ah. Monsieur Jardino, vous avez levé? Avec Madame Vignon? Et c'est pourquoi alors? Abstention. Donc 2 de plus, abstention. Non, t'as pas suivi, toi. Hein. Point numéro 6, Christian Dreyer. On arrive à la délibération numéro 6 que vous évoquiez encore une fois en avance, Monsieur Lascoum. Là, la délibération 6, on n'achète rien. Il s'agit d'une convention relative aux aides apportées par l'émission sociale de Procivis pour favoriser l'accession à la propriété et à la rénovation des logements. Une très courte présentation. Procivis est le spécialiste historique de l'accession sociale à la propriété. Il est présent aujourd'hui sur tous les métiers de l'immobilier. Les actionnaires du réseau Procivis sont 46 SACICAP. Ces SACICAP ont développé depuis 2002 une activité mission sociale d'aide à l'accession, au financement de l'habitat et à la rénovation énergétique. Par ailleurs, Procivis s'est engagé avec l'État en janvier 2023 à consacrer 500 millions d'euros sur 8 ans à des actions d'accompagnement de politiques nationales et locales de logement. Alors pourquoi ça arrive-t-il maintenant? Vous n'êtes pas sans ignorer que l'immobilière Valerim, filiale de Procivis, a obtenu un PC pour la réalisation d'un projet dénommé Alcanta sur la rue des Récollets et ce projet comporte 30 appartements vendus soit en PSLA, soit en VFA. Et ces appartements vont du T2 au T4. La convention que l'on propose aujourd'hui de voter au conseil municipal a pour objectif principal de définir des aides sous forme de prêts amortissables sans intérêt, sans frais de dossier ni frais de gestion. Tout ça, à la fois pour accompagner l'accession à la propriété des acquéreurs des 30 appartements qui composent le programme Alcanta à Saint-Marcelin. Et pour cela, Procivis a consenti une enveloppe de 200 000 € pour les acquéreurs du programme Alcanta. Et il est proposé donc au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention. Je précise que cette convention de partenariat est sans incidence financière pour la commune. Des questions, des interventions? Alors, Madame Chapre. Je voudrais savoir combien d'appartements là on a en construction qui vont arriver sur la totalité de la commune? Si on compte ceux-là, il y en a 30 et... Après, il y a 30 et 25, ça fait 55. 25, et il y a d'autres choses, non, qui sont en cours? Il y a tout un tas de programmes privés, oui. Oui, un programme privé. On n'a pas une idée globale du nombre de logements que ça va représenter? Là, je n'ai pas le décompte, mais on pourra vous le fournir, ouais. Bien sûr. Ok. On pourra vous fournir je veux bien. On pourra vous fournir ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr, parce que vous savez que tant qu'ils n'ont pas commercialisé un certain nombre, ils ne sont pas sûrs d'y aller. Ça marche, merci. Monsieur Garcinu.
Alors, ces aides sociales sur l'achat d'appartements, il y a des critères? Critères de revenus, critères de ressources? Oui, bien sûr, il y a des critères. Ouais. Oui, bien sûr, il y a des critères. Et c'est lesquels? Alors moi, c'est dans la convention. C'est dans la convention? C'est dans la convention. Et d'accord, très bien. Et une autre question, est-ce que pour nos concitoyens, est-ce que vous pouvez éviter de parler avec des sigles? Je pense qu'il y a plusieurs sigles que personne n'a compris, quoi. VA, CFA et compagnie. VFA, c'est... Vous savez, nous, on sait peut-être, les gens qui sont de l'autre côté ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est? Un PSLA, c'est effectivement en location avec option d'achat. Donc, c'est les gens qui s'engagent à acheter au bout d'un certain temps. Et un VFA, c'est vous l'achetez sur plan. Voilà. Et pour répondre à votre première question, M. Guercinu, dans le document qui est joint à ce CM, pour une personne, les plafonds applicables en 2023 sont liés au revenu imposable 2021, et pour une personne, c'est 26 921, pour deux personnes, 35 899, pour trois personnes, 41 525, et je m'arrête là parce que je vais ennuyer tout le monde. Ok, d'autres interventions? C'est des critères qui sont définis nationalement parlant, ou c'est oui, c'est national. D'accord, merci. Ok, merci. D'autres interventions, Monsieur Piquet? Oui, par rapport à la bande destinée à la piste cyclable, on en parle par là? Pardon? Au niveau de ce terrain, il y a une partie. Voilà. Oui, monsieur, c'est exactement celui-là. Oui, Jean-Luc, c'est celui-là. Non, mais je veux dire, on n'en parle pas là. Là, c'est uniquement par rapport au prêt. Oui, mais ça, c'est. D'accord. C'est simplement, vous l'avez bien compris, que Valrim a quelques difficultés aujourd'hui pour vendre, pour commercialiser ses appartements. Et c'est pour ça que je dis pourquoi ça arrive maintenant. C'est parce que Procivis, aujourd'hui, vient et propose ça. Mais ce n'est pas la première fois que Procivis intervient sur le territoire. Il y a déjà une première convention qui avait été signée en 2019. À l'époque, je peux vous donner des infos, 5 prêts ont été accordés pour 5 ménages et pour un montant global de 76 500 €. Donc il y a des choses qui se passent et qui permettent à des gens qui sont limites d'accéder à la propriété dans des conditions acceptables par eux. Et ça, je vous parle du Clos Parmélie, je vous parle d'Aélia et je vous parle de lots qui ont été vendus aux Éliantes. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais voilà, non, j'ai l'impression que. Voilà. Non, moi je parlais juste, voilà, on avait parlé d'une bande, tout ça, mais là on n'en parle plus, donc je voulais savoir. Mais parce que ça n'a rien à voir avec voilà. le sujet. Merci. Juste, je te demandais ça. Merci, M. Piquet. M. Soun? Juste, éventuellement, après le vote, est-ce qu'on pourra revenir sur ce sujet de piste cyclable? Parce que dans la commission, en fait, vous avez, lié à cette délibération-là, vous avez partagé un plan. Et sur ce plan n'apparaît pas ce projet-là. Et du coup, je suis étonné que vous ayez partagé en commission ce plan et que ça n'apparaisse pas. Le plan avec la piste cyclable, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le principe d'une convention. On est d'accord? Oui, tout à fait, mais en fait, vu que je n'ai pas pu être à la commission et que je m'étais excusé, ou je ne sais pas, j'ai des problèmes de boîte mail, donc vous n'avez peut-être pas reçu, et on a reçu effectivement le compte-rendu dans le milieu d'après-midi, et du coup, je n'ai pas pu poser la question avant. Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que j'aurais préféré poser après la question, mais... Ok. On passe au vote. Alors, qui s'abstient sur cette délibération numéro 6? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Point numéro 7. Du coup, je veux bien poser ma question. Est-ce que c'est toujours en cours comme projet? Est-ce que ça sera là? Ou il n'y a rien de fixé encore? Non, c'est toujours en cours. On a des discussions aujourd'hui avec Valrim pour qu'ils nous cèdent cette bande de terrain. Ils ont accepté sur le principe de nous la céder. Bon, voilà, on en est là et on est toujours sur le même schéma, la piste cyclable qui va descendre avenue Saint-Véran, tourner justement au niveau des Récollets et rejoindre celle qui est déjà en construction que vous pouvez voir à côté du terrain synthétique et qui va aboutir au collège. Donc, ouais,
Ok. Point numéro 7, signature d'une convention d'opération avec l'EPFL. Christian Dreyer. Bon, alors il s'agit de l'approbation d'une signature d'une convention d'opération avec le PFL du Dauphiné et la SMVC concernant la friche Le Grand. Alors, plus tôt dans l'année, le foncier économique qui représente la quasi-totalité du tènement de la friche Le Grand a été mis en vente, soit 13 612 mètres carrés. Cette vente a fait l'objet de 2 déclarations d'aliénés portant sur la parcelle AE312 AE341 d'une surface de 7 484 mètres carrés, d'une part. Alors, où est-ce qu'ils sont ceux-là donc c'est AE312 et AE341. Donc, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ouais, 312, pardon, merci beaucoup. AE312, AE341, d'une part. Donc ça, c'est 7 484 mètres carrés. Et d'autre part, une parcelle sur laquelle se trouvent des bâtiments en usage d'activité et de bureaux à l'abandon aujourd'hui. Il s'agit des parcelles A340, ici, et A326, ici. Et également, cette partie-là qui se trouve ici. Donc le tout, qui est encadré en rouge, là, fait 13 612 mètres carrés. Le PLU en vigueur prévoit d'accompagner la mutation de ce foncier économique stratégique pour le territoire et la commune de Saint-Marcellin. La commune de Saint-Marcellin et la SMVC ont sollicité le PFL du Dauphiné afin de préempter le tènement immobilier, objet des 2 DIA précités. Alors la DIA, c'est déclaration d'aliéné. Par décision de son président, la SMVC a délégué son droit de préemption à l'EPFL du Dauphiné afin que celui-ci soit exercé sur les parcelles indiquées ci-dessus. Le projet de la collectivité vise à réaliser un projet urbain qui nécessite une maîtrise foncière publique du site. C'est-à-dire que vraiment, on veut avoir la main pour faire un projet urbain, mais pour ça, il faut qu'on ait la main sur ce tènement. Alors le projet se fera forcément en lien avec l'opération de revitalisation du territoire. Il sera forcément cohérent sur la totalité du site de cette friche économique. Il s'inscrira dans la trajectoire zéro artificialisation nette telle que préconisée par la loi climat et résilience votée en août 2021. Je vous rappelle quand même que c'est une diminution de plus de 50% des espaces naturels, agricoles et forestiers pris par rapport à la mesure qui a été faite entre 2021 et 2031. Ce projet sera discuté également, et ça c'est très important, il sera discuté dans le cadre de l'élaboration du PLUI qui va commencer maintenant, qui commence maintenant puisqu'on est à la fin du PADD. Alors cette convention, ces biens ont été préemptés par le directeur de l'EPFL le 28 février 2023, et la convention d'opération est portée par la SMVC, car il s'agit du foncier économique, c'est elle qui constitue la collectivité garante de cette convention d'opération. La convention d'opération est conclue pour une durée de 7 ans entre l'EPFL du Dauphiné, Saint-Marcellin et la SMVC. Et ça, c'est bien sûr cette convention est l'objet de la présente délibération. Les modalités de gestion transitoire pour le bâtiment cadastré A341 et A312 sont précisées, tout comme les modalités de cession dans la dite convention qui est annexée à vos documents. Dernier point, cette convention lie le PFL du Dauphiné, la commune et la SMVC, car bien que la SMVC soit collectivité garante dans ce processus, la politique de l'EPFL est d'associer systématiquement les communes aux conventions qui concernent les fonciers qui sont situés sur leur territoire, ce qui est le cas ici. C'est la raison pour laquelle on délibère ce soir. Voilà, donc la question c'est, autorisez-vous, monsieur le maire, à signer cette convention? Des questions, des interventions, monsieur Lascoum? Bien, à quel prix se fait la préemption? Est-ce qu'on peut répondre? 816 000. C'est le prix, vous avez le... 175 pour la deuxième.
C'est 175, Vous les donnez 175 000 l'appréhension. c'est 175 000 pour l'ensemble? Non. 816, c'est la partie basse, la 312, la 341, 175 000 pour la 300. Donc ça fait 1 million pour l'ensemble. 326 et 340. D'accord, donc ça fait à peu près 1 million pour l'ensemble. Et deuxième question. Oui. Bah, pour rapport si vous avez d'autres commentaires. Non, le tellement 341 312 a été préempté au prix et les deux autres n'ont pas été préemptés au prix. Quelle est la nature du projet? La nature du projet n'est pas définie, monsieur Lascombe, puisque en fait, je vous ai simplement donné les quelques grandes lignes. Il faut que ce soit en lien avec le RT, je le répète, il faut que ce soit cohérent sur la totalité du site. Il s'inscrira dans la trajectoire de ZAN, qui aujourd'hui va être prédominante et vraiment très contraignante pour les collectivités dans les 10 ans qui viennent. Et puis, il sera, ce projet, discuté ensemble au niveau de l'agglomération centrale dans l'établissement du PLUI. Voilà, donc il n'y a pas de projet en fait. On achète, mais il n'y a pas de projet. Pour l'instant, il n'y a aucun projet. C'est pas nous qui achetons, c'est l'Interco. L'Interco, oui, vous ne faites que confirmer ce qui a été dit effectivement à la SMBIC. C'est que nous achetons ce terrain sans avoir de projet. Il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Alors, on va passer au vote. Alors, Monsieur Soun? Juste question, en quoi préempter une zone participe à la zéro artificialisation nette? Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce que du coup, est-ce que c'est l'Interco qui s'octroie quelque part un droit à ne pas construire ou à construire ailleurs parce qu'elle a préempté une friche, ou comment ça marche? Non, pas du tout. Les mètres carrés qui seront disponibles au niveau des zones naturelles, agricoles et forestières, ils seront vraiment très comptés. Donc, si vous pouvez construire sur une friche, ça comptera pas. Donc, l'objectif zéro artificialisation nette, c'est là qu'il intervient, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà artificialisé, ça. Voilà. Et en fait, la répartition des surfaces, ça se fait aujourd'hui, ça fait partie des discussions qui se font aujourd'hui dans le cadre de l'établissement de la définition du PADD et plus tard dans le PLUI. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on réduise les consommations. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, au niveau de l'agglomération centrale, c'est-à-dire Saint-Marcellin, Saint-Sauveur, Saint-Véran et Châtes, c'est se mettre d'accord sur comment on va s'organiser au niveau de l'agglomération centrale. Et un exemple, c'est qu'en fait, probablement, Saint-Marcellin, aujourd'hui, c'est les premiers chiffres qu'on a, mais Saint-Marcellin va probablement rester 20% collectif, 20% individuel, 80% collectif. Mais par contre, les autres communes, Saint-Sauveur, Saint-Véran et Châtes, elles vont devoir augmenter considérablement la partie collectif pour diminuer la consommation de terres naturelles. Oui, peut-être une observation, parce que on ne va pas laisser, même si M. Lascombe tient toujours la parole, une bêtise pareille. On n'a pas de projet. Quelle responsabilité a une commune, si ce n'est de voir le futur? C'est tellement stratégique. C'est dans le domaine privé. Voilà un ancien promoteur qui n'arrive pas à réaliser son projet privé. Il vend son tellement. Vous pensez que la commune de Saint-Marcellin doit se désintéresser de cette opération? Bien entendu, c'est une évidence. On a la chance d'avoir une petite commune, là encore on parle de construction d'un territoire, pour effectivement prévoir l'avenir. Le projet, on va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction du PLUI, on va voir quelle occupation on va faire à ce terrain, mais dire à nos concitoyens qu'on fait n'importe quoi, qu'on le préempte parce qu'on n'a pas de projet, ne peut pas laisser des choses pareilles. C'est du mensonge permanent. C'est fatigant. Et alors, c'est toujours plus fatigant que lorsque ce projet a été présenté à la communauté de communes, nous étions à Saint-André-en-Royan, vous n'avez absolument pas formulé cette critique. Donc, c'est en fonction du public que vous modulez vos interventions, c'est rien de sérieux. Je n'ai pas non plus voté cette décision. Je tiens à vous le faire remarquer. Oui, mais monsieur Lascombe, franchement,
quand vous dites, je voudrais reprendre ce point, quand vous dites qu'il n'y a pas de projet, si on devait chaque fois avoir un projet ficelé pour faire quelque chose, on ne ferait pas grand-chose. Et ça, et c'est pas la première fois que vous faites ce genre de remarques. Il n'empêche que des fois, il faut prendre les devants, acheter des terrains pour être sûr de pouvoir faire quelque chose le cas échéant. Et sinon vous faites jamais rien. Avec l'argent public, on peut tout acheter. Oh là, Je crois que vous avez acheté 1,5 hectare en face du cimetière. Où est le projet? Donc, si vous voulez, vous pouvez dépenser des millions sans projet. Bon, et dire, bah oui, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Mais il n'y a quand même pas de projet. Il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas de vision. Voilà, c'est tout. Vous achetez ça comme on achèterait une paire de chaussures pour l'hiver au cas où il ne fait pas beau. Mais c'est une paire de chaussures à 1 million. Monsieur Lascaux, vous en rajoutez chaque fois une couche sur quelque chose qui n'a pas de sens. Vous enflez vos propos là. Je vous en prie, raisonnez un peu. Vous dites on a acheté Guichard il y a quelque temps. C'était là. Oui, on a acheté Guichard et aujourd'hui il y a des projets. Mais là encore, monsieur Lascaux, moi je vous en parle pas parce que ces projets-là, il faut un peu de maturité pour les sortir. Vous croyez qu'on va sortir n'importe quoi, n'importe comment? Il faut travailler sur ces projets. Et on y travaille. Et vous verrez, dans 6 mois, je pense, avant 6 mois, qu'on y a travaillé et qu'on a un plan à proposer pour la plaine. C'est pas uniquement mettre des maisons ou des garages, je ne sais trop quoi, à la plaine. C'est tout le quartier de la plaine sur lequel on travaille, monsieur Lascaux. C'est ça l'enjeu, c'est ça la vision qu'on a. C'est pas simplement mettre une baraque à quelque part, c'est pas ça. Et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un peu de vision et acheter les choses au moment où on peut les acheter. Écoutez, si les citoyens vous suivent, moi je ne vous suis pas. Mais si les citoyens vous suivent, ils prendront leurs décisions. Et arrêtez de dire qu'on dépense l'argent sans compter parce que ce n'est pas le nôtre. Croyez bien, je vous l'ai déjà dit au dernier conseil municipal, j'y suis aussi sensible que vous. Vous n'avez pas le privilège de ça. Donc, on va passer au vote sur cette délibération numéro 7. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. À l'unanimité. Vous vous abstenez. Vous êtes tout seul à vous abstenir, alors. Bon, ok. Merci, c'est noté. Point suivant. Point numéro 8. Modification numéro 3 du règlement d'attribution des subventions. Donc vous le savez, là, c'est une délibération qu'on a déjà passée, pas sur le même sujet, mais ce genre de délib, on l'a déjà passé. Le volet amélioration et requalification de l'habitat privé de la convention initiale prévoit que Urbanis, l'opérateur tout au long des 6 années de l'OPH, recherche des nouveaux immeubles et logements indignes afin de proposer le cas échéant l'élargissement de la liste d'immeubles prioritaires. Donc suite à des nombreuses visites réalisées dans les immeubles du Faubourg Vinet, il est proposé de modifier l'annexe 2 de la Convention pour y ajouter 3 immeubles, le 10-12, le 12 bis et le 16-16 bis Faubourg Vinet. Les discussions sont en cours avec les propriétaires et les copropriétés reconstituées et le bureau d'études urbanistes pour les inciter à réaliser des travaux. L'ajout de ces immeubles fait du sens car il permettra également d'accompagner un traitement d'ensemble du linéaire du Faubourg Vinet, qui est en très mauvais état, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir chaque fois que vous passez à côté et que vous le regardez. Je précise que l'engagement financier actuel n'est en rien modifié dans le budget de l'OPH-RE. Voilà, je vous demande d'approuver l'avenant 3 de la convention d'opération de revitalisation du centre-bourg. Des interventions? Donc on passe au vote. Qui s'abstient sur la délibération numéro 8? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Point suivant. Les décisions, oui. Compte rendu des décisions. Y a-t-il des interventions? Madame Chapre. J'avais une question. J'ai vu qu'il y avait la décision 2023-101 qui concernait la mise à disposition de personnel pour la ville de Saint-Paul-les-Romans. Ça m'a interpellée. De quoi s'agit-il? C'est un agent qui a postulé, un de nos agents qui a postulé dans cette commune, la commune de Saint-Paul-les-Romans, et qu'on a mis à disposition par le biais d'une convention avant la mutation officielle
pour la formation, pour une formation par le biais de... D'accord, en attendant de rentrer en poste là-bas. OK. Après, il y avait l'association 4, là, j'ai vu elle avait une attribution de subvention. J'aimerais savoir si vous avez un retour annuel de cette association et des actions qui sont menées sur le terrain. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de travail qui est fait par cette asso. Nicole, tu as peut-être un retour sur les stérilisations de chats? Oui, ben, on a des chiffres, on a quelque chose? Oui, je pense qu'il doit y avoir un bilan. On doit pouvoir vous fournir le bilan. Oui, ça m'intéresserait de l'avoir, ouais, effectivement. Et puis après, j'ai vu convention de mise à disposition du diapason, là, pour... alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une association style and jazz ou si c'est un groupe privé. C'est quel C'est la dernière, la 2023-109. Parce que quand je vois le coût en face, je ne comprends pas. C'est une association saint-marcelinoise de danse. C'est une association saint-marcelinoise d'Iseron de danse. Et pourquoi elle est... sa désignation, son siège social tel que c'est écrit, il apparaît que c'est Iseron. Ah, d'accord. Ok, d'autres interventions? Monsieur Piquet. Attends. Oui, j'allais revenir. Honneur aux dames. Fortez. Monsieur le maire, c'est sur la convention que vous avez signée 2023-107, convention de partenariat CMJ, comité de jumelage. Je ne remets pas du tout en cause cette convention. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il n'y a aucun budget, aucun crédit qui est alloué. On dit justement, vous dites simplement qu'en contrepartie, sur la présentation par l'association du comité de jumelage, une facture globale correspondant au justificatif sera... la ville s'engage à verser à l'association le montant des frais engagés. On l'a présenté en délibération. Il y a déjà... Mais c'est quoi le montant maximum qu'ils ont le droit de dépenser? On l'a pas. C'était, je pense que c'était en délibération. Il y avait le budget dans la délibération. Bon, ça, on peut vous le fournir. Ouais, parce que là, comme c'est pas marqué sur la convention, là, comme c'est écrit, on tombe sur un... Bon, Mathieu, on le connaît, mais on tombe sur quelqu'un qui veut faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Délibération initiale au départ. Donc, il n'y a pas de souci de montant. En fait, c'est le jumelage qui a facturé directement à la ville le nombre de personnes qui ont été, qui sont parties en car. Ah oui, c'est pour le CMJ, oui. Oui. Ah oui, c'est pas dans la délibération, peut-être, le CMJ, oui. C'est pas un blanc-seing. C'est pas un blanc-seing. Ouais. En fait, en complément, tu as raison, il y a deux choses. Il y a la délibération qui concernait en effet le déplacement au niveau de Grafing. Par contre, il y a une deuxième chose, c'est le déplacement du conseil municipal des jeunes. Et cette convention, elle est sur le budget en fait du conseil. Donc c'est la ville qui le prend en charge, mais c'est le déplacement du CMJ. Mais on te donnera le montant qui correspond. Oui. Pas de souci. Monsieur Piquet? Oui, alors il y en a trois. Donc il y en a une qui reprend celle de Sylvie concernant le détachement de la personne dans Saint-Paul. Bon, le départ, on va dire. Voilà, le départ, je ne dis pas le nom de la personne, pour Saint-Paul-les-Romans. Est-ce que vous avez entrepris des recherches déjà en vue de son remplacement en tant qu'adjoint d'animation principale première classe? Donc, cette agence est une de nos référentes, en fait, sur nos accueils périscolaires qui, donc,
en fait, a fait le choix de la mutation et avec une évolution de poste sur Saint-Paul. Le travail qu'on a engagé avec la commune de Saint-Paul, c'est qu'il puisse y avoir un tuilage avec la personne qu'elle va remplacer. Et pour le coup, nous, on a ouvert ce poste également à l'interne. Et en fait, on a déjà une personne compétente qui va pouvoir reprendre le poste dès le 1er septembre. En interne. En interne, tout à fait. En tout cas, une personne qu'on avait déjà dans nos effectifs. Oui, donc ça sera rapide et au moins ça sera plus simple. Oui. Ensuite venait la 2023-104 concernant les CE, et donc pour Christophe, c'est les certificats économiques énergie. Bon. Je voulais savoir donc combien de CE avaient été délivrés cette année, si vous êtes en mesure de me le dire. Bah, vous pourrez répondre après, c'est pas un souci. Hein. En fait, pour une dépense de 150 000 euros, on est arrivé à gratter 130 000 euros. C'est les chiffres qui ont été publiés hier par Amaury, qui s'occupe de ce sujet. D'autres interventions? Monsieur Piquet? Dernier point, et après j'arrête, je promets. Ça concerne la 2023-82, la convention cadre immobilière Agorastor. Dans son article 3, vous dites qu'un compte rendu de la présente sera effectué lors de la prochaine séance du conseil municipal. Donc, lors du prochain conseil, nous aurons donc un compte rendu. Parce que je ne veux pas dénigrer, mais il est arrivé par moment qu'il y avait des choses comme ça, mais lors des conseils suivants, donc on n'a eu aucun retour. Si on ne pose pas la question, on n'a pas. Alors que là, c'est bien marqué, un compte rendu sera fait. Donc, j'ose espérer qu'on l'aura. C'est un mandataire, donc vous avez pris un mandataire pour vendre des biens de la commune, pour synthétiser. Exact. Madame Gauvin? Oui, donc moi j'ai une question sur la même décision. Quel est le coût de la prestation de ce prestataire, puisque ça ne figure pas dans les documents? Dans la convention? Il y a des tranches avec des pourcentages. D'accord, bah, Ouais. autant pour moi, je revérifierai. Madame Chapre avait demandé la... On a évoqué le... Il n'y a pas de tableau, il y a un article 1, 2, 3. Non, mais je ne doute pas, mais dans cette décision, il faut regarder. Il y a 4 articles, il n'y a aucun tableau. Voilà. Vous pourrez nous le retransmettre? Merci beaucoup. Après vérification pour après vérification, Silancha, c'est bien sur Saint-Marcelin, il doit y avoir une erreur dans le. Voilà, c'est bien rue de la Fontaine, le siège. Voilà. Juste pour par rapport à ça, l'adresse qui est indiquée peut être l'adresse de résidence du président ou de la présidente de l'association. Donc c'est pas forcément le lieu de l'association. Regardez dans le registre société, c'est bien ce qui a été déposé à la préfecture. Madame Chapre? Oui, oui, on a évoqué le comité de jumelage. Je voulais savoir s'il y avait une délégation qui allait partir au Palio, là, leur fête annuelle qui est importante, et si on avait une équipe saint-marcinoise qui allait participer. Il en a parlé, Mathieu. Pourquoi vous photosez pas au Paléo le 1er Nous, octobre, oui, on y sera. Alors, on va pas tirer la barque, hein, Moi, mais j'ai pas reçu encore d'invitation de qui que ce soit de la mairie. du maire, non. Non, on n'a pas Alors, reçu. Hein. rien n'a été décidé encore. Ouais, mais moi, par le maire, non. Donc le Palio, il est le 1er ou le 2 octobre. 1er, je crois. Ouais. Ok. Alors, pour la petite histoire, nous, on expose. Par contre, vous y allez? Nous, on y va parce qu'on expose. On exporte notre exposition. Là, d'ailleurs, la ville avait contribué à cet échange ainsi que le conseil départemental pour nous permettre ce voyage. Et normalement, mais alors, bon, c'est pas finalisé, il devrait y avoir Bix qui devrait exposer quelques sculptures à Fiesco d'Artico, voire à Dolo, parce que lui, il a été récompensé par un prix vénitien, donc les Italiens l'ont sollicité pour qu'il aille exposer. Voilà. Donc, on essayait de se caler pour le faire en même temps et au même endroit, mais ça paraît compliqué pour les Italiens. Merci. Madame Thon?
Alors, toujours sur la convention cadre 2023-082, combien représente le coût d'entretien des bâtiments que la ville détient? « 2023, combien? Ah, mais c'est celle d'après. Si ça fait partie dans le dernier journal, je l'ai oublié, de l'ensemble des entretiens sur le budget. Non, pas celui-ci, celui d'avant. J'ai pas le montant exact. Vous pourrez nous le communiquer? Bah, moi, je trouve que c'est assez paradoxal parce que c'est que la ville, d'un côté, acquiert des biens, de l'autre côté, elle entame une démarche justement pour se séparer de certains biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est de la bonne gestion. C'est de la bonne gestion, c'est de la gestion de la ville. Donc, d'un côté, vous pouvez accéder à des biens et de l'autre côté, vous en séparez. De biens immobiliers quand on en a des besoins. Et d'un autre côté, on a des biens immobiliers comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite maison qui était devant le local CGT, qu'on a vendu parce qu'effectivement, la ville n'en faisait rien. Donc, il valait mieux vendre un bien immobilier et récupérer l'argent pour faire de l'investissement pour la collectivité. Dans ce sens, d'accord, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, vous accédez à des biens, mais vous n'avez pas de projet, quoi. Oh là là, bon. D'autres interventions? Les questions orales? Alors, allez-y. Oui, alors j'ai posé les questions orales. Alors effectivement, je sais que lors de la soirée du bateau ivre, certaines réponses ont déjà été faites, mais vous n'êtes pas sans ignorer que de plus en plus même de nos concitoyens regardent le conseil municipal. Et donc... Là, on est en train justement de regarder en même temps. On est à 14 personnes qui regardent. Alors je peux vous annoncer qu'il y a beaucoup de gens qui regardent après en replay. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir donner des informations. Qu'est-ce que vous en pensez? 100% de plus, ça fait 28. Bon, en tout cas, c'est un respect pour nos concitoyens. On a parfois justement des questions qui nous arrivent. Donc, dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, pourriez-vous nous faire un bref retour? On ne vous demande pas de tout détailler, mais peut-être quelques informations. Donc, en 2021, on a initié effectivement une démarche de qualité de vie au travail par le biais de la création d'un groupe de personnes qui se sont portées volontaires, qui sont appelés des ambassadeurs de la QVT, pour les accompagner dans ce travail et pour structurer leur travail. On a fait le choix de retenir un prestataire. Et en juin 2022, des actions ont commencé. On a fait la réunion de lancement en juin 2022. On a fait des réunions plénières où on a expliqué ce qu'était la qualité de vie au travail. Les ambassadeurs ont souhaité cette année organiser, comme dans beaucoup d'hôpitaux d'ailleurs, la semaine de la QVT du 19 au 23 juin, puisque c'était une semaine nationale. Et par ce biais-là, donc il y a eu des possibilités d'échange dans le cadre de ce qu'on a appelé Vie mon travail. C'est-à-dire que des agents d'un service pouvaient aller passer quelques heures dans un autre service. Ce qui était très bien, ça d'ailleurs. Voilà, des bureaux ouverts. Le maire et la directrice des services ont ouvert leurs bureaux un jour donné et les gens pouvaient venir sans rendez-vous, comme ça, rencontrer la DG et le maire, des boîtes à idées. Et pour clôturer cette semaine qui est nationale, on a fait un échange convivial, quoi, un temps convivial. Et on l'a fait au bateau ivre pour que l'ensemble de nos agents puissent voir cette maison. Et 70% des agents ont participé à cette soirée et tous les services étaient représentés. Ah, il y a juste une petite chose, c'est que des informations provenant du personnel municipal nous sont parvenues comme quoi cette soirée était comptée comme des heures de travail. Qu'est-ce qu'il en est? On le prend sur le temps de travail, ça permet de ne pas venir sur un temps de récupération, par exemple, ou sur un temps personnel. Est-ce que ça s'inscrit du coup dans la démarche de qualité de vie au travail? Le fait de rémunérer quelque part les agents? En fait, ce sont les Oui, là franchement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de toutes ces questions-là. D'abord parce que ce n'est pas vous qui êtes l'équipe majoritaire, ça reste quand même nous. D'autre part, bien sûr,
les agents, ils viennent sur le temps de travail, c'est pas une obligation, puisque 70% des agents sont venus, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui ne sont pas venus. Ça leur permet de ne pas prendre sur leur temps personnel. Je trouve ça juste regrettable qu'une soirée conviviale, on soit obligé de la rémunérer. Moi, je vois à l'hôpital, puisque je vais au vœu, sur les 8 je suis désolée, quand on va au vœu, c'est pas sur notre temps de travail, on n'est pas rémunéré pour ce temps-là. Justement, et donc il n'y a pas beaucoup de monde. Alors là, je suis pas d'accord, il y a énormément de monde, les gens ils prennent beaucoup de plaisir parce que j'y vais moi-même, donc voilà. Madame Tan, ce que je retiens, moi, de la soirée, c'est qu'il y avait plein de gens contents autour d'une table, à danser, à discuter, à échanger avec les uns avec les autres. Moi, je retiens ça. Je suis tout à fait et d'accord. le reste, bon, ok, peut-être, le reste, c'est pas important, franchement. Je trouve juste regrettable qu'on soit obligé, pour faire venir les gens, de leur proposer de le prendre sur leur temps de travail. Moi, j'avais pas l'impression que les gens étaient contraints là, dans cette soirée-là. Et en tout cas, ils se sont tous bien éclatés, si je peux me permettre. 70%, c'est quand même pas mal. Hein. Bon. C'est juste que c'est un peu choquant comme démarche. On continue à la question suivante de M. Guercinu. Donc, il pose la question sur laisse-le parler. Oui, il aime bien. J'aime bien, oui. C'est une obligation, M. le maire, en plus. On sait lire aussi, hein, M. Guercinu. Ben oui, mais c'est moi qui la pose, la question. Je vous ai sollicité plusieurs fois sur la gestion des personnes à mobilité réduite et malvoyantes dans l'espace urbain de notre ville. Je me permets de vous rappeler la réglementation sur l'accueil des personnes à handicap sur le domaine urbain, car depuis le 11 février 2005, la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances oblige les communes et les intercommunalités de plus de 5000 habitants de créer une commission communale pour l'accessibilité avec un fonctionnement sur tous les dossiers d'aménagement de la commune et un retour au conseil municipal minimum une fois par an. Depuis 3 ans, il n'y a eu aucun retour de cette commission au conseil municipal. Du coup, je m'interroge sur son existence. Pouvez-vous me dire si elle existe et depuis quand ? Si vous ne l'avez pas créée, je vous invite à le faire très rapidement afin de vous conformer à la loi. Cela pourrait éviter à l'avenir de faire des travaux non conformes aux règles d'accessibilité aux personnes et à mobilité réduite et aux personnes malvoyantes. Je vais répondre. La commission communale pour l'accessibilité est actuellement en discussion. Il faut 5 associations afin de composer une commission communale pour l'accessibilité. Nous allons relancer justement ces associations prochainement. Voilà la réponse. C'est qui les associations? Monsieur le maire, juste, ça fait 18 ans que cette commission devait être mise en place. 18 ans. Ça fait 18 ans que je ne suis pas maire. Hein. Non, mais vous étiez adjoint déjà, monsieur. Oui, mais pas 18 ans non plus. Hein. Bon, alors c'est pas une réponse. Hein. Ouais. Mais on y travaille, hein, on relance. Hein. Quelles sont les associations concernées, justement? En fait, la délibération a été créée en 2020, la commission a été créée par délibération en 2020, et à la suite de cette création par délibération, il y a eu des appels dans la presse pour que certaines associations intéressées se manifestent, et à ce moment-là, on n'avait pas recueilli 5 associations. Alors, il me semble qu'on a 2 ou 3 candidatures d'associations, on n'avait pas les 5 nécessaires, en fait. Donc, il faut qu'on relance de nouveau une communication sur cette commission, pour qu'on puisse avoir les 5 membres et qu'on puisse réunir cette commission. En fait, n'importe quelle association a la possibilité de participer? Alors, on avait sollicité des associations qui avaient, un lien, voilà, avec, on avait ciblé certaines associations dans la communication. Puisqu'on parle de choses comme ça, on l'avait évoqué, enfin, je l'avais évoqué l'année dernière et je réitère ma demande. J'ai vu passer dans les journaux la journée de l'autonomie et je suis surprise que sur ce genre de manifestation, on ne reçoive pas une invitation de la part du secrétariat général. C'est le département, les journées de l'autonomie humaine. Eh bien, il peut bien nous envoyer une invitation. Non, mais à partir du moment où ça se passe à Saint-Marcelin, vous pouvez relayer que ça m'agace de découvrir ça sur le journal parce que, en plus, et m'en faire de la photo, je pense que voilà, ça serait un sujet intéressant à travailler que de se déplacer à ce moment-là. Après, pour le coup, c'est pas une question qui réfère au conseil municipal de la ville de Saint-Marcelin, mais vu qu'on part un peu dans tous les sens, donc l'ensemble des questions qui sont posées ce soir, quoi qu'il en soit, donc c'est porté par le département en partenariat avec les structures, donc
les EHPAD et les services autonomie, ainsi que le CCS de la ville et le service éducation. Par contre, il y a une communication qui est faite sur les différents supports qui invite, par exemple, sur le temps de déambulation, l'ensemble des personnes qui souhaitent y participer à venir. Mais il n'y a pas d'invitation, en tout cas individuelle, faite à chacun des élus. C'est essentiellement les partenaires qui travaillent autour de ces actions-là. Le micro, Sylvie, le micro. Typiquement, sur le panneau d'affichage de la ville, elle y était. La déambulation et les journées, les rencontres. J'ai dû passer trop vite en voiture, je ne l'ai pas vu. On va mettre un radar là-bas. Peut-être Voilà, de la vidéo. tu vois, regarde, déjà, hein. Peut-être de la vidéo. 4h30. Une autre question, M. Guercinu? Oui. Vous avez mis en place une rencontre entre élus et habitants de Saint-Marcelin, qui est une très bonne chose, tous les samedis. Je m'interroge sur la place des élus des minorités, qui représentent plus de 70% de la population. Je vous demande de bien accepter notre présence pour ces rencontres. De quoi, Monsieur Bernard Festivi? Je peux finir? Bien sûr, tu peux finir, mais 70%, c'est une de l'esprit. Hein. Bah non, monsieur. Recalculez bien. Car je vous demande de bien vouloir accepter notre présence pour ces rencontres, car sur votre communication, vous avez inscrit « Les élus sont à votre écoute ». Je me permets de vous rappeler que nous sommes, nous aussi, des élus de la République. Alors, il faut savoir que c'est pendant les astreintes des élus adjoints qui font la permanence, et pas les autres. D'accord. Donc, Donc reformulez votre présentation et dites que c'est les élus adjoints de la majorité qui De peuvent la recevoir majorité. le public. Bon, ben voilà, je vous le dis, on le reformulera. Mais c'est les adjoints qui sont d'astreinte la semaine. Voilà. Merci. D'autres interventions? Eh bien, je vous remercie. Il est 9h et je clôt le conseil municipal. Merci.